René Guénon, Psychologie, chapitre 14, la mémoire. On divise d'ordinaire l'étude en 4 parties. Conservation, réminiscence, reconnaissance, localisation dans le passé. En parlant de l'association des idées, nous avons étudié par là même une partie considérable des cas de réminiscence. Il nous reste donc à étudier la reconnaissance et la localisation dans le passé et aussi tout d'abord ce qu'on appelle le souvenir spontané. Il faut entendre par souvenir spontané un souvenir qui ne s'explique pas par association ni par un ébranlement subi du système nerveux, comme un coup violent, une fièvre, un délire, etc. On peut citer tout au moins un cas très net de souvenir spontané. C'est le cas où la cause d'une sensation cessant d'agir, la sensation subsiste. Que ce soit d'ailleurs sous l'impulsion de la volonté ou sans cette impulsion, on croit avoir encore la sensation alors que ce n'est plus en réalité qu'un souvenir. D'autre part, quand nous sommes très préoccupés d'un événement, il n'est pas utile d'expliquer par l'association la réapparition fréquente de la pensée de cet événement. Enfin, si nous considérons d'une part que rien ne peut disparaître entièrement de la conscience et d'autre part que cependant la conscience est obligée de changer d'état à chaque instant, il faut conclure que la conscience doit avoir spontanément une tendance à faire revivre, lorsque cela est possible, les faits qui l'ont traversée. L'étude de la mémoire spontanée achève d'ailleurs d'éclairer l'étude de la mémoire par association. Nous venons de voir en effet dans les états de conscience pris chacun à part une tendance qui explique la possibilité de leur réapparition. Or, la liaison entre deux ou plusieurs états dont nous parlions dans le chapitre précédent, liaison qui est opérée par la conscience, fait partie du contenu de celle-ci. Elle est elle-même un état de conscience comme les autres, et elle doit avoir la même tendance à reparaître dès que les circonstances le permettent. Donc, dans tous les cas, c'est la permanence de la conscience et ses déterminations qui expliquent la possibilité du souvenir et même la tendance à se souvenir, c'est-à-dire à régénérer les états antérieurs de la conscience. Le souvenir intermittent n'est en somme que le substitut du souvenir permanent et total, que les conditions physiologiques rendent impossible. Pour ce qui est de la part qui revient à la physiologie dans l'explication de ces phénomènes, nous ferons seulement remarquer qu'il doit y avoir aussi une répétition physiologique spontanée, car la matière vivante a une tendance à reprendre le pli qu'elle a pris une fois sous n'importe quelle influence. En d'autres termes, l'habitude sous la forme de la répétition est une loi de la matière vivante. Aussi, quand la fatigue est passée, c'est-à-dire quand la nutrition opérée par la circulation a rendu aux tissus nerveux leur vigueur, y a-t-il naturellement une tendance dans ces tissus à reproduire les mouvements et par suite à occasionner les mêmes états psychiques correspondants. Ce qui tendrait encore à le montrer, c'est le fait que la bonne nutrition du cerveau, facilitée par une bonne circulation, est une condition importante de la mémoire. Mais comme nous l'avons dit au chapitre précédent, il ne faut jamais confondre les conditions organiques d'un fait psychique avec ce fait lui-même. Et d'ailleurs, si la mémoire s'explique en partie par une habitude organique, les propriétés de la matière vivante elle-même, dans ce qu'elles ont de vraiment spécial et d'inexplicable par les lois de la physique et de la chimie, doivent avoir au fond une origine qui est déjà psychologique. Le phénomène de la reconnaissance, qui consiste à affirmer qu'un état de conscience présent est comme une image d'un autre état de conscience qu'on a eu dans le passé, car une telle affirmation est nécessaire pour que l'état présent soit reconnu comme souvenir, c'est-à-dire comme autre que présent, ce phénomène, disons-nous, est en réalité un jugement analogue par rapport à la simple réminiscence à ce qu'est la perception par rapport à la sensation. Il ne peut pas y avoir, à proprement parler, de connaissance directe du passé. Il y a seulement connaissance du présent accompagnée de l'idée du passé, qu'on pourrait appeler l'idée d'un présent autre que le présent actuel, car c'est comme présent qu'il a été connu. Cette idée du passé répond psychologiquement à une difficulté, qui est celle-ci.
Une image se présente à nous avec une force et une vivacité plus grandes que celles des images que nous considérons comme étant simplement l'œuvre de notre imagination. Et de plus, elle est accompagnée de l'idée de cette même image encore plus forte. Mais la force d'une image est précisément le caractère auquel nous reconnaissons en général qu'elle doit correspondre à une réalité extérieure. Nous sommes donc amenés, pour expliquer ce fait, à déclarer que l'image dont il s'agit a correspondu à une réalité extérieure dans un présent autre que le présent actuel. L'idée du moi est d'abord, en un sens tout au moins, l'œuvre du jugement de reconnaissance, donc de la mémoire. Mais ensuite, cette idée elle-même achève et précise le jugement de reconnaissance où l'idée d'objet extérieur réel joue aussi un rôle dans la plupart des cas. Le jugement de reconnaissance peut être plus ou moins vague, mais quand on localise avec précision dans le passé que le raisonnement s'y joigne ou non, c'est toujours au moyen de l'association des idées. Notre souvenir clairement conscient n'est pas intégral, en raison des conditions physiologiques qui déterminent la fatigue et, par suite, l'oubli. Pour remédier à ce défaut, autant que cela nous est possible, nous associons les événements de notre passé à certains points de repère, qui sont les événements les plus importants de notre existence, et nous ordonnons ces points de repère en les associant eux-mêmes à l'idée de certaines dates, comptées suivant l'ordre naturel de la série des nombres. Il y aurait lieu d'étudier, pour terminer, les maladies de la mémoire, et notamment les cas d'amnésie et d'hypermnésie. Ces maladies, comme tous les autres phénomènes pathologiques, doivent s'expliquer surtout, sinon même exclusivement, par des causes d'ordre physiologique. D'un autre côté, la plupart des phénomènes dits d'altération de la personnalité, qu'on interprète fort diversement, s'expliquent d'une façon assez satisfaisante par les altérations de la mémoire. Nous avons expliqué au dernier ressort la mémoire par les propriétés de la conscience, mais il faut ajouter que la conscience n'irait pas loin sans mémoire, en raison de cette loi du changement qui est une conséquence inévitable de la fatigue. D'autre part, il ne faut pas oublier que la simple conscience qui donne lieu à la mémoire doit être distinguée de la conscience réfléchie et à laquelle s'est ajoutée l'idée du moi qui lui est postérieure. Cette dernière est la conscience perfectionnée par la mémoire, mais la mémoire a été engendrée d'abord par la conscience.